Je m'appelle Stéphane Dubois et j'ai aujourd'hui 58 ans. Cette histoire, qui a redéfini le cours de mon existence, a commencé il y a 4 ans, par un samedi après-midi au début du printemps, lorsque j'ai emmené ma fille Manon au jardin public de notre petit village en Provence. Manon avait alors 5 ans, une petite boule d'énergie et de curiosité inextinguible, avec des cheveux bruns qui refusaient obstinément de rester sagement dans sa queue de cheval et un sourire si radieux qu'il aurait pu illuminer la plus sombre des pièces. J'étais père célibataire depuis 3 ans à ce moment-là. Ma femme, Valérie, nous avait quittés, emportés par une rupture d'anévrisme foudroyante alors que Manon n'avait que 2 ans. Un instant, nous étions une famille heureuse, planifiant les joies simples d'un week-end à venir, et l'instant d'après, mon univers tout entier s'était effondré dans un silence assourdissant. Je ne prétendrai pas que ces premières années furent faciles. Apprendre à être à la fois la mère et le père d'une enfant en bas âge tout en étant moi-même submergé par un chagrin si profond qu'il menaçait de m'engloutir fut l'épreuve la plus difficile que j'ai jamais eu à affronter. Mais Manon devint mon ancre, mon phare dans la tempête. Elle me donnait une raison de me lever chaque matin, de continuer à avancer, de chercher à nouveau la joie, même lorsque cela me paraissait une entreprise désespérée, presque une trahison. J'avais considérablement réduit mon activité de comptable pour lui consacrer plus de temps. Nous ne roulions pas sur l'or, loin de là, mais nous avions suffisamment pour vivre décemment. Et plus important encore, nous nous avions l'un l'autre. Ce samedi-là était d'une beauté à couper le souffle. Une de ces journées de printemps provençal parfaites où l'air est doux, parfumé de thym et de romarin, où la lumière dorée du soleil semble rendre toute chose possible. Le jardin public était agréablement animé, rempli de familles profitant de cette météo clémente. Les rires des enfants se mêlaient au cliquetis des boules sur le terrain de pétanque voisin et au chant naissant des cigales. Manon repéra immédiatement l'air de jeu et tira sur ma main avec une impatience non dissimulée. « Papa, je peux aller sur les balançoires ?» demanda-t-elle, sautillant sur la pointe des pieds, ses yeux pétillants d'excitation. « Bien sûr, mon cœur. Je serai juste là, sur le banc, si tu as besoin de moi. » Je la regardais courir vers les jeux, sa petite robe jaune vif contrastant magnifiquement avec le vert tendre de la pelouse. C'était une enfant sociable, toujours prompte à se faire de nouveaux amis. En quelques minutes à peine, elle discutait déjà avec une autre petite fille sur les balançoires, et elle se poussait à tour de rôle, essayant d'atteindre le ciel. C'est à ce moment-là que je remarquai la jeune femme assise seule, un peu à l'écart près de l'aire de jeu. Je lui donnai la petite vingtaine, peut-être 25 ans, avec de longs cheveux blonds tressés sur une épaule. Elle portait une simple robe couleur crème qui, malgré le cadre décontracté du parc, lui conférait une élégance naturelle. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut son isolement palpable. Elle était assise dans un fauteuil roulant, positionné en retrait du flux principal d'activité, observant les enfants jouer avec une expression qui mêlait une profonde nostalgie à une tristesse infinie. Personne ne l'approchait. Les parents appelaient leurs enfants, les gamins couraient devant elle sans lui accorder le moindre regard, et elle restait là, seule, au milieu de toute cette vie, de tous ces rires qui semblaient la contourner comme l'eau d'une rivière contourne un rocher immobile. Quelque chose dans sa solitude me rappela ma propre détresse après le décès de Valérie, cette sensation d'être derrière une vitre invisible, de regarder le monde continuer sa course folle sans moi, me laissant impuissant sur le bas-côté. Manon revint en courant vers moi, les joues roses d'avoir joué. « Papa, j'ai soif. » Je lui tendis la bouteille d'eau que j'avais sortie de notre sac et elle but à grandes gorgées. Alors qu'elle reprenait son souffle, je vis son regard dériver vers la jeune femme en fauteuil roulant. « Pourquoi la dame est assise toute seule ?» demanda Manon avec cette franchise désarmante que seuls les enfants possèdent. « Je ne sais pas, ma chérie. Parfois, les gens aiment bien être seuls. » Manon réfléchit à cela, son petit front se plissant de la manière qui m'indiquait toujours qu'elle était en pleine cogitation. Mais elle a l'air triste. Peut-être qu'elle a envie que quelqu'un lui parle, mais personne ne lui demande. La vérité sort de la bouche des enfants. Ma fille venait de formuler une pensée que j'avais ressentie sans pouvoir la mettre en mots. Cette femme n'avait pas l'air de vouloir être seule. Elle avait l'air de quelqu'un qu'on avait rendu invisible. « Tu as peut-être bien raison, dis-je lentement, pesant mes mots. » Manon leva vers moi ses grands yeux bruns, si semblables à ceux de sa mère. « Je peux aller lui dire bonjour ?» J'hésitai un court instant. Une partie de moi, le père protecteur, voulait lui enseigner la prudence vis-à-vis des inconnus. Mais une autre partie, plus profonde, ne voulait pas lui apprendre à éviter les gens qui sont différents ou isolés.
Et une intuition me disait que ce moment était important, qu'il contenait une leçon de vie précieuse. Et si nous allions lui dire bonjour toutes les deux? Suggérai-je. Le visage de Manon s'illumina d'un immense sourire et elle agrippa ma main. Nous nous dirigeâmes vers l'endroit où la jeune femme était assise. En nous approchant, je pus voir qu'elle était magnifique, avec des traits délicats et des yeux d'un bleu clair qui portaient une lassitude que je reconnus instantanément. C'était le regard de quelqu'un qui avait été blessé, rejeté, qui avait appris à se protéger derrière un masque de neutralité. « Excusez-moi, dis-je doucement. J'espère que nous ne vous dérangeons pas, mais ma fille tenait à vous dire bonjour. » La jeune femme parut surprise, puis méfiante. Ses yeux se posèrent sur moi, puis sur Manon, comme pour évaluer la situation. « Oh, bonjour. » Manon s'avança, tenant toujours ma main mais se tenant droite, avec une assurance touchante. « Salut, je m'appelle Manon. »« Et toi, comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Chloé, » dit la femme, et je décelai un léger accent dans sa voix. « Slave, peut-être ukrainien. »« C'est joli comme nom, » dit Manon. « Pourquoi tu es assise toute seule? Tu n'as pas envie de regarder les enfants jouer? » Je grimaçai intérieurement devant la franchise de ma fille. Mais Chloé, contre toute attente, esquissa un véritable sourire. Un sourire qui transforma son visage, chassant les ombres. « Si, je les regarde jouer, » dit Chloé. « J'aime bien regarder. Tout le monde a l'air si heureux ici. »« Mais toi, tu n'es pas heureuse, » observa Manon. « Tu as l'air seule. » Le sourire de Chloé s'estompa, remplacé par une expression plus vulnérable, plus authentique. Peut-être un peu seule, oui. Manon parut prendre une décision capitale. Elle brandit le petit ours en peluche qu'elle avait emporté avec elle, un ours brun doré nommé Miel qui ne la quittait que très rarement. « Tu veux tenir Miel? Il me fait toujours me sentir mieux quand je suis triste. » Je vis les yeux de Chloé s'embuer de larmes, qu'elle s'empressa de refouler en clignant des yeux. « C'est très gentil de ta part, mais je ne voudrais pas te prendre ton ours. »« Tu peux juste l'emprunter, » insista Manon, s'approchant encore et plaçant délicatement Miel sur les genoux de Chloé. « Il est super fort pour rendre les gens heureux. C'est ma maman qui me l'a donné avant d'aller au ciel, alors il a un supplément d'amour en lui. » Je vis la main de Chloé se porter à sa bouche, visiblement bouleversée. Elle prit l'ours en peluche avec une infinie douceur, comme s'il était fait du verre le plus fragile. « Ta maman devait être quelqu'un de très spécial. »« Elle l'était, » dit Manon avec simplicité. « Je ne me souviens pas beaucoup d'elle, mais papa me raconte des histoires. »« Tu as des enfants ?» Osai-je intervenir doucement. « Manon, c'est peut-être une question un peu personnelle. » Mais Chloé secoua la tête. « Ce n'est rien. Non, je n'ai pas d'enfant. J'ai eu un accident de voiture il y a 2 ans. » Elle le dit sobrement, comme si elle annonçait la météo, mais j'entendais tout le poids de la tragédie sous la surface de ses mots. Il m'a laissé paralysé des jambes. Ça a dû faire très peur, dit Manon avec une empathie qui, chez les enfants, est parfois d'une pureté stupéfiante. Ça fait encore mal? Parfois, admit Chloé. Mais surtout, ça veut dire que je ne peux plus faire toutes les choses que je faisais avant, comme aller sur les balançoires ou courir dans l'herbe. Manon considéra cela avec le plus grand sérieux. Puis son visage s'éclaira. Mais tu peux encore faire plein de choses. Tu peux lire des livres, et dessiner, et faire des goûters. Je fais tout le temps des goûters avec papa, et on n'a pas besoin de courir pour ça. Malgré la gravité de la situation, Chloé éclata de rire. C'était un rire authentique, un rire de surprise qui sembla la prendre elle-même au dépourvu. C'est tout à fait vrai. Je n'y avais pas pensé comme ça. Manon a un don pour voir le bon côté des choses, dis-je en souriant à ma fille. Je m'appelle Stéphane, au fait. Stéphane Dubois. Chloé Vuloff, dit-elle en me tendant la main. Nous nous la serrâmes et je remarquai que sa poigne était ferme, ses mains fortes. Merci de vous être arrêté pour me parler. La plupart des gens ne le font pas. Pourquoi? Demanda Manon, perplexe. Chloé sembla chercher les mots justes. Je crois que parfois, les gens ne savent pas quoi dire. Ou alors ils sont mal à l'aise, ou ils ont pitié de moi, et ça, je n'aime pas beaucoup. Moi, je n'ai pas pitié de toi, annonça Manon. Je trouve que tu es gentille. Tu veux bien être mon amie?
Juste comme ça. Sans aucune hésitation, sans la moindre gêne, une invitation ouverte, offerte avec une sincérité totale. J'observais le visage de Chloé pendant qu'elle assimilait cette proposition, je la vis lutter contre une vague d'émotions. « J'aimerais beaucoup, » dit Chloé d'une voix douce. « Super !» s'exclama Manon. « Les amis, ça joue ensemble. Tu peux jouer à des jeux. » Manon, peut-être qu'on devrait laisser Chloé commencer jeu, mais Chloé m'interrompit. « Non, c'est bon. En fait, j'adorerais jouer à quelque chose si vous voulez bien de moi. » Manon frappa dans ses mains. « On pourrait jouer à je vois, ou se raconter des histoires, ou dessiner dans la terre avec des bâtons. Il y a plein de jeux qui marchent quand on est assis. » Durant l'heure qui suivit, je fus le témoin privilégié d'une scène d'une tendresse infinie. Je regardais ma fille de 5 ans et cette jeune femme que nous venions de rencontrer s'adonner à la joie simple du jeu. Elles jouèrent à je vois, Manon courant vers différents endroits du parc, un volet rouge, un buisson de lavande, une vieille fontaine en pierre pendant que Chloé, depuis son fauteuil, observait et devinait. Elles s'inventèrent des histoires abracadabrantes. Manon apporta à Chloé des pissenlits et l'aida à en faire une couronne. D'autres enfants, attirés par l'enthousiasme communicatif de Manon, commencèrent à remarquer la scène et se joignirent progressivement à eux. Le visage de Chloé se transforma complètement pendant cette heure. La tristesse et l'isolement s'évanouirent, remplacés par un bonheur authentique et rayonnant. Elle riait aux blagues de Manon, écoutait attentivement ses récits décousus sur la vie de ses peluches, et traitait ma fille avec ce respect doux et sincère que les enfants reconnaissent et apprécient toujours. Alors que l'après-midi déclinait et que le parc commençait à se vider, je dus me résoudre à y mettre un terme. « Manon, il va bientôt falloir rentrer. C'est presque l'heure de dîner. » Le visage de Manon s'assombrit. « Mais je ne veux pas arrêter de jouer. Chloé est mon amie maintenant. » « Je sais, mon cœur. Mais on la reverra. » « Quand ?» exigea-t-elle. Je me tournai vers Chloé. Nous venons dans ce parc la plupart des samedis après-midi. Est-ce que vous venez souvent ici? Chloé hésita, son regard se voilant à nouveau. J'habite tout près, mais d'habitude, je ne viens pas beaucoup au parc. Aujourd'hui, c'était une exception. Pourquoi? Demanda Manon. Chloé baissa les yeux vers ses mains. Parce que la plupart du temps, ça me rend triste. De voir tout le monde capable de faire des choses que je ne peux plus faire. Ça me rappelle tout ce que j'ai perdu. Mais tu n'as pas tout perdu, insista Manon avec une conviction inébranlable. Tu peux encore sourire, et rire, et te faire des amis. C'est ça, les choses importantes, pas vrai, papa? C'est vrai, dis-je, la gorge serrée par l'émotion. Quand ma petite fille était-elle devenue si sage? Chloé me regarda, et je vis quelque chose changer dans son expression. Une décision qui se prenait. Tu as raison, Manon. Ce sont les choses importantes. Et si vous êtes là samedi prochain, alors je serai là aussi. Parce que les amis, ça joue ensemble, n'est-ce pas? Oui. Manon se jeta dans les bras de Chloé pour une étreinte si enthousiaste qu'elle faillit la déséquilibrer. Chloé la serra en retour, et par-dessus l'épaule de ma fille, je vis des larmes couler sur ses joues. Mais cette fois, elle souriait. Au moment de partir, Manon insista pour que nous échangions nos numéros de téléphone, ce qui, dans son esprit, signifiait que je devais écrire mon propre numéro sur un bout de papier et le donner à Chloé. C'est pour organiser des après-midi de jeu, expliquai-je. Si ça vous dit. Sans aucune pression. Chloé regarda le morceau de papier dans sa main comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Ça me dit beaucoup. Au cours des semaines qui suivirent, Chloé devint une présence régulière et essentielle dans nos vies. Nous nous retrouvions bien au parc chaque samedi, et progressivement, notre amitié s'étendit au-delà de ces rendez-vous. Chloé venait parfois dîner dans notre maison de campagne, où je nous préparais un bœuf bourguignon dont Manon raffolait. Manon insistait pour l'appeler en vidéo presque tous les soirs pour lui raconter sa journée. Lorsque Manon eut un spectacle à l'école, Chloé vint et s'assit au premier rang, applaudissant plus fort que n'importe qui d'autre. Peu à peu, j'appris l'histoire de Chloé. Elle était venue d'Ukraine en France 5 ans plus tôt pour suivre des études supérieures en architecture. Elle rêvait de concevoir des bâtiments qui seraient à la fois esthétiques et accessibles à tous. L'accident était survenu pendant sa dernière année d'études.
Un conducteur ivre avait grillé un feu rouge et percuté sa voiture. Elle avait survécu, mais pas ses jambes. Sa famille était restée en Ukraine et, bien qu'il l'aimasse, il n'avait pas les moyens de venir en France ou de la soutenir financièrement. Elle s'était donc retrouvée seule pour naviguer dans le labyrinthe du handicap, du système de santé, de la rééducation, et du deuil de la vie qu'elle avait eue et de celle qu'elle aurait pu avoir. Le plus dur, ce n'est pas le fauteuil roulant, me confia-t-elle un soir, alors que Manon s'était endormie sur le canapé entre nous pendant que nous regardions un film. C'est la solitude. La façon dont les gens regardent à travers vous au lieu de vous regarder. Les amis qui ont lentement disparu parce que je n'étais plus drôle, parce que j'avais parfois besoin d'aide. Parce que je leur rappelais que le malheur peut frapper n'importe qui, n'importe quand. C'est leur perte, dis-je simplement. Quiconque est incapable de voir la personne que tu es au-delà du fauteuil ne mérite pas de te connaître. Elle m'offrit un sourire triste. C'est facile à dire. Plus difficile à croire quand on est assise seule dans un parc à regarder la vie se dérouler autour de soi. Mais tu n'es plus seule maintenant, lui fis-je remarquer. Tu as Manon, et tu m'as moi. Quelque chose passa entre nous à cet instant. Quelque chose de plus profond que la simple amitié, même si je ne le reconnus pas tout de suite. Ou peut-être que je le reconnus, mais que j'avais trop peur de l'admettre. Avec le temps, Chloé m'en apprit davantage sur sa vie d'avant l'accident. Son père était en fait Jean-Luc Vuloff, le PDG de Bâtiments de France SA, une grande entreprise de construction et de promotion immobilière avec des opérations dans toute l'Europe de l'Est et de plus en plus en France. La famille était riche, très riche, bien que rien dans le mode de vie modeste de Chloé ne l'aurait laissé deviner. Mon père voulait que je rentre à la maison après l'accident, m'expliqua Chloé. Il voulait prendre soin de moi, m'entourer d'infirmières et de thérapeutes, s'assurer que je ne manque de rien. Mais je ne pouvais pas. Il me regardait avec une telle pitié, un tel chagrin pour ce que j'avais perdu. À ses yeux, j'étais brisé, fragile. Il fallait que je parte. Alors tu es resté ici, seul, dis-je. Je suis resté ici pour prouver que je pouvais avoir une vie, corrigea-t-elle. Pour prouver que je n'étais pas seulement mon handicap. Même si certains jours, comme celui où vous m'avez trouvé, Manon et toi, je me suis demandé si je n'avais pas fait une erreur. Si mon père n'avait pas raison, finalement, et que je ne pouvais pas y arriver seul. Tu n'es pas seul, lui rappelai-je. Plus maintenant. Les mois passèrent, et Chloé s'intégra de plus en plus à notre vie. Elle et Manon développèrent leur propre lien spécial. Chloé apprit à Manon à dessiner, à vraiment dessiner, avec des techniques et une patience que je n'aurais jamais eues. Elle aidait Manon avec ses devoirs, surtout les mathématiques qui posaient problème à ma fille. Elle venait aux matchs de foot de Manon et à ses fêtes d'anniversaire. Elle était simplement présente, d'une manière qui comptait énormément. Et quelque part en chemin, je suis tombé amoureux d'elle. Ce ne fut pas une révélation soudaine. Ce fut progressif, comme un lever de soleil. C'était dans la façon dont elle riait aux blagues de Manon. La façon dont elle écoutait attentivement quand je parlais de mon travail ou de mes angoisses de ne pas être un père à la hauteur. La façon dont elle ne me donnait jamais l'impression que je devais avoir toutes les réponses ou être parfait. La façon dont elle apportait une lumière et une chaleur nouvelle dans notre petite famille qui, jusque-là, s'en sortait bien, mais qui maintenant s'épanouissait véritablement. Mais je ne dis rien. Qui étais-je pour la courtiser? J'étais un père célibataire, un comptable avec un revenu modeste et une petite maison de campagne. Elle était la fille d'un PDG milliardaire, éduquée, cultivée, et malgré son fauteuil, tellement hors de ma portée que c'en était presque comique. Le simple fait qu'elle passe du temps avec nous me semblait déjà un cadeau inestimable. Je ne voulais pas risquer de tout gâcher en outrepassant mes droits. Puis vint le jour qui changea tout. C'était environ 8 mois après notre première rencontre. Manon avait posé des questions à Chloé sur sa famille, et Chloé lui avait parlé de son père et de son entreprise. Manon, avec la logique implacable d'une enfant de 6 ans, avait décidé que le père de Chloé devait donc nous rencontrer. Parce qu'on est ta famille aussi, maintenant, avait expliqué Manon. Alors, ton papa doit nous connaître. Chloé avait souri, mais avec une pointe de tristesse. C'est compliqué, mon cœur. Mon père et moi, on ne se voit pas beaucoup en ce moment. Pourquoi? Avait exigé Manon. Parce que parfois, les gens qui s'aiment très fort se font quand même du mal, avait dit Chloé avec précaution. Et parfois,
on a besoin de distance pour arranger les choses. Mais Manon, fidèle à elle-même, ne se satisfit pas de cette réponse. Elle s'était mis en tête que si seulement le père de Chloé nous rencontrait, s'il voyait à quel point Chloé était heureuse, tout serait réparé. Alors, elle fit ce que tout enfant de 6 ans déterminé ferait. Elle élabora un plan. Sans rien nous dire, ni à Chloé, ni à moi. Manon avait cherché Bâtiment de France SA. Sur Internet, trouvé l'adresse de leur siège local et décidé que nous devions y aller. Un samedi matin, quand je lui demandai où elle voulait aller, elle annonça « Je veux aller voir l'immeuble du papa de Chloé. » Manon, je ne pense pas que, s'il te plaît, papa. Chloé en parle parfois. Elle dit qu'il est très grand et très beau. On peut juste passer devant en voiture pour regarder? Cela semblait assez inoffensif, alors j'acceptai. Nous avons pris la Citroën 2CV pour nous rendre en ville, à l'adresse que Manon avait je ne sais comment mémorisée. Arrivée là, elle insista pour que nous nous garions et que nous nous promenions un peu. Avant que je ne réalise ce qui se passait, Manon nous avait fait entrer d'un pas décidé dans le hall de cette imposante tour de verre et d'acier. L'agent de sécurité à l'accueil parut surpris de voir un homme d'âge mûr et une petite fille entrer ainsi. « Je peux vous aider ? » « Nous sommes ici pour voir Monsieur Vuloff, » annonça Manon avec une confiance absolue. « Nous sommes des amis de Chloé. » L'expression de l'agent changea instantanément. « Chloé Vuloff ? Vous la connaissez ? » « Oui. Elle est super gentille et c'est mon amie, et on veut voir son papa. » L'agent prit son téléphone et passa un appel. Quelques minutes plus tard, nous étions escortés vers un ascenseur par un homme en costume coûteux qui ne cessait de nous jeter des regards curieux. « Je suis désolé, dis-je. Il y a eu un malentendu. Ma fille voulait juste voir le bâtiment. Nous n'avons pas vraiment de rendez-vous. Monsieur Vuloff voudra voir quiconque est un ami de sa fille, dit l'homme. Veuillez me suivre. On nous conduisit au dernier étage, dans un bureau plus grand que tout mon rez-de-chaussée. Derrière un bureau massif, était assis un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et aux yeux perçants qui ne laissaient rien échapper. Jean-Luc Vuloff. Il se leva à notre entrée, et je le vis analyser chaque détail, ma chemise de prêt-à-porter, les baskets de Manon tachées d'herbe, la façon dont ma fille me tenait la main mais ne montrait aucune crainte. « Vous êtes des amis de Chloé ?» dit-il. Son accent était plus prononcé que celui de sa fille, sa voix empreinte d'une autorité naturelle. « Oui, monsieur, dit Manon avant que je n'ai pu parler. Je suis Manon, et voici mon papa, Stéphane. Chloé est ma meilleure amie. Je vois. » Il nous étudia attentivement. « Et comment connaissez-vous ma fille ? » On l'a rencontrée au parc, expliqua Manon. Elle était assise toute seule et elle avait l'air triste, alors on est allé lui parler. Papa dit que c'est important d'inclure les gens qui sont assis tout seuls. Et maintenant on est amis. On joue tous les samedis et elle vient dîner à la maison et elle m'apprend à dessiner et elle est super douée pour faire rire mon papa. L'expression de Jean-Luc était indéchiffrable. Chloé sait que vous êtes ici ? Non, monsieur. Je parvins enfin à intervenir. C'était l'idée de ma fille, et je m'excuse pour cette intrusion. Nous allons partir. Vous restez, dit-il fermement. Ce n'était pas une suggestion. Il prit son téléphone. Je veux que vous appeliez Chloé. Dites-lui de venir à mon bureau immédiatement. Dites-lui que c'est important, mais pas une urgence. Il raccrocha et nous fit signe de nous asseoir sur les sièges devant son bureau. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Parlez-moi de votre amitié avec ma fille. Pendant les 20 minutes qui suivirent, principalement sous l'impulsion enthousiaste de Manon, j'expliquai comment nous avions rencontré Chloé, comment notre amitié s'était développée, à quel point Chloé comptait pour nous deux. Jean-Luc écouta attentivement, posant quelques questions occasionnelles, son visage ne trahissant aucune de ses pensées. Puis la porte s'ouvrit brusquement et Chloé entra en fauteuil, l'air inquiet et agité. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ? » Ils ont dit que c'était important, elle s'arrêta net en nous voyant. « Stéphane ? Manon ? Qu'est-ce que vous faites ici ? » Surprise. Dit Manon joyeusement, ne percevant apparemment pas la détresse de Chloé. « On est venu rencontrer ton papa. » Chloé regarda alternativement son père et nous, essayant manifestement de comprendre ce qui s'était passé. « Papa, je peux tout expliquer, m'expliquer quoi ? » dit Jean-Luc. « Que tu m'as caché tes amis ?
Que tu t'es construit une vie ici dont tu ne m'as rien dit. Je ne les cachais pas, se défendit Chloé. C'est juste que je savais que tu t'inquiéterais, ou que tu essaierais de tout contrôler, ou que je serais peut-être heureux que tu aies trouvé des gens qui tiennent à toi. Interrompit Jean-Luc. Chloé, sais-tu ce que je vois quand je te regarde en ce moment? Elle secoua la tête, des larmes se formant au coin de ses yeux. Je vois ma fille vivante, dit-il simplement. Pour la première fois en 2 ans, je te vois vivante.